Mesdames et messieurs, bienvenue à vous. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de l'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui donne la parole à ceux et à celles qui vivent l'Afrique au quotidien. Un rendez-vous unique où les téléspectateurs sont mis au cœur du débat et c'est seulement sur Vox Africa. Alors vous le savez, chaque semaine, nous allons sur les réseaux sociaux, sur Internet pour aller dénicher les sujets qui ont fait parler d'eux, les sujets qui ont un petit peu buzzé sur les réseaux sociaux et sur Internet. Et nous en avons choisi trois aujourd'hui. Alors on va s'intéresser au discours, on l'a dit la semaine dernière, on va s'intéresser au discours marquant du général Tchiani, président du Niger. Quelles peuvent être les conséquences de ce grand discours? Côte d'Ivoire, retrait des militaires français en Côte d'Ivoire. Pourquoi maintenant? Bonne question, mesdames et messieurs. On va y répondre sur le plateau. Et enfin, Mali, Burkina Faso, discours des présidents. Quel cap pour 2025? Mesdames et messieurs, voilà les trois sujets que nous allons aborder avec notre téléspectateur du jour. Rebonjour Stéphane Dos Santos. C'est un plaisir de vous avoir ici sur le plateau. Plaisir partagé. Bonjour Aïssatou. Avec grand plaisir. Vous êtes donc fondateur de la plateforme l'African Vision International, un média panafricain engagé. Alors, vous n'êtes pas seul. En face de vous, vous avez nos chroniqueurs chic-choc, à savoir Babadem. Babadem, vous êtes journaliste. Bienvenue à vous. Merci. Et puis, c'est toujours un plaisir de se retrouver en 2025. Et bonne année à nos chers téléspectateurs et commentateurs et à vous, le plateau. Merci beaucoup, Babadem. On continue avec vous, Cyril Bondoukoulata. Vous êtes fondateur de la plateforme Les Hyperconscients. Effectivement, bonjour Aïssa, bonjour à tout le monde sur le plateau. J'en profite également pour souhaiter mes meilleurs vœux pour l'année 2025 à nos chers téléspectateurs et commentateurs surtout. Et surtout, oui, effectivement, les commentateurs dont on va un peu parler aujourd'hui sur le plateau, c'est vraiment l'objectif de cette émission, donner la parole à ceux qui nous regardent, à ceux qui vivent l'Afrique au quotidien. Alors, voilà, les sujets sont donnés. Alors, à défaut d'avoir des vidéos cette semaine, on va s'intéresser aux commentaires que nous ont laissés nos téléspectateurs. C'est très important et on vous prouve qu'on vous lit, mesdames et messieurs. Alors, Baba, on va vous mettre à l'écran avec un commentaire vous allez pouvoir répondre en tout cas à ce commentaire-là. Donc, de Mustapha Fati 83 69. Alors, bonne émission les gars. La prochaine fois, il faut inviter un défenseur de la France-Afrique pour qu'il justifie la politique de la CEDEAO vis-à-vis de l'AES. La seule que je regrette, c'est de voir mon président Diomaye engager une chose qu'il ne comprend pas, étant donné qu'il venait franchement de la prison. Quand ils l'ont choisi, il ne devrait pas accepter directement. Il aurait dû leur demander d'aller à Dakar et les communiquer de sa position. Il a accepté d'être médiateur si facilement, sans avis de son Premier ministre. Et aujourd'hui, on peut dire qu'il a échoué. En tant que Sénégalais, ça nous fait trop mal. Le mot nous dérange. Il a échoué à la médiation. Baba, tu en penses quoi de ce commentaire-là? Je pense en tout cas la dernière partie, je pense qu'il se trompe. Et il se trompe tout simplement. Bon, après, c'est ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux. S'il a vraiment suivi, comme il dit, son président, s'il avait suivi depuis le début, je lui donne un rendez-vous qu'il aille voir le 22 mars, c'est précis, 22 mars 2024. Le meeting de clôture, c'était au stade Caroline Faye de Mbour, vu qu'il est sénégalais. Et les mots de Diomaye Faye étaient très clairs. C'était, je vais raffermir, en tant que candidat, il était candidat, je vais raffermir les relations entre l'AES, les États de l'AES, et faire en sorte qu'ils reviennent dans la famille de la CEDEAO. En tout cas, je ferai tout mon possible de ramener nos frères pour qu'on fasse ensemble, ils font partie de la famille de la CEDEAO et qu'on fasse des réformes. Il est parti de là. Après ça, il est parti faire des visites. Une fois président, il est parti visiter certains, dont le 30 mai. Pour lui dire, c'était le 30 mai la date de visite au Mali et au Burkina Faso. Là aussi, il peut regarder les vidéos, sa déclaration, il y avait Ibrahim Traoré à côté de lui, il y avait également, comment il s'appelle déjà, le président malien, et il a dit, effectivement, on a vu leur position, je les comprends, je sais que c'est rigide, et ce qui est marrant, c'est qu'il a dit, je sais que la porte est fermée, mais j'espère que les rideaux les rideaux ne sont pas fermés et la fenêtre pas fermée. Donc, ce que vous voulez Donc dire, c'est juste pour dire... Il était pleinement conscient de la mission qui lui était incombée. Et justement, par rapport à ça, il a dit, je ne suis pas venu par le mandat de la CEDEAO, parce que je n'ai pas le mandat de la CEDEAO, mais je viens de mon plein fait pour parler de la CEDEAO avec mes frères, et qu'il n'oublie pas que c'était le 7 juillet que la CEDEAO lui a donné mandat.
Donc je ne pense pas que c'est les chefs d'État qui lui ont demandé d'être médiateur à son insu, mais c'est plutôt de lui. C'est plutôt de lui, c'était en toute conscience. Voilà la réponse de Baba Dème à un commentaire de la dernière émission que nous avons diffusée sur Vox Africa. On continue. Baba, il y a quand même un message de Bounty Killer 6351 qui dit « Dès que je vois Baba Dème, j'arrête le visionnage. Ramenez le grand Jules Domché. » Oui, après c'est un avis, on ne peut pas plaire à tout le monde. On ne peut pas faire à tout le monde. Oui, ça nous fait rire sur le plateau, on lit tous les commentaires, mesdames et messieurs. On continue avec vous, cher Cyril. Sur le second sujet, je tape sévèrement sur les arguments farfelus de Cyril. Vous avez le mérite de vous exposer en venant parler de ces sujets sensibles, mais vous perdez toute ma reconnaissance dès que vous rentrez dans la langue de bois. Le dilatoire est une hypocrisie criminelle. Je pèse mes mots. La situation de l'Afrique en général et de l'AES en particulier est une question vitale de vie ou de mort. Donc arrêtez vos complaisances et vos propos approximatifs. Soyons sérieux. Aucun Africain ne déteste les leucodermes, qu'ils soient français ou anglais. Mais nous détestons l'injustice et la barbarie que prônent les dirigeants leucodermes, peu importe les pays. Nous sommes contre les traites dans nos rangs qui retardent le développement éternel du continent africain. Cyril. Oui, effectivement. Donc c'est un commentaire qui m'a particulièrement interpellé. Que j'ai estimé que, en soi, c'était vraiment pertinent de le mettre en avant. Dans un premier temps, je tiens quand même à féliciter le téléspectateur. On sent véritablement l'engagement et la passion derrière. Donc c'est véritablement quelque chose qui m'a particulièrement interpellé. Maintenant, pour directement répondre aux commentaires, il fait mention au deuxième sujet, notamment que j'avais traité concernant le cas d'Orano au Niger. Peut-être dire aux téléspectateurs que nous, en amont, on fait quand même le nécessaire pour bien préparer nos différentes interventions. On essaye de partir sur un certain nombre d'éléments tout en étant les plus objectifs possibles. Mon postulat était quand même assez clair et je l'assume. Concernant le cas Orano au Niger, j'ai salué la décision prise par le général Tiani, justement, qui a véritablement mis à plat un contrat qui datait d'il y a plus de 50 ans, qui était clairement à la défaveur du Niger. Donc en ça, c'est véritablement quelque chose qui a salué et j'ai bien fait de le souligner. La seule réserve que j'avais émise, c'était concernant le fait que jusqu'à présent, même si les conditions n'étaient pas nécessairement les plus favorables pour le Niger, il se trouve que c'était quand même 100 millions d'euros qui étaient reversés de manière annuelle au Niger. Et la question que je me suis posée, c'était, et qui me semble toujours légitime, c'était qu'est-ce qui était fait de cet argent? Donc, voilà, comment gère-t-on les 100 millions qui étaient déjà mis à la disposition malgré les conditions désavantageuses du précédent contrat? Exactement, c'est une question effectivement sur laquelle nous avons débattu ici sur le plateau. Et on va finir quand même avec un message de Joséphine Maslila 4652 qui dit « Le barbu veste grise résonne avec un logiciel France-africain ». Je suppose que c'est toi, Cyril. Probablement. J'avais un petit doute et puis en regardant les images, je me suis rendu compte que j'étais le seul avec une veste grise. Et avec la barbe. Et avec la barbe également sur le plateau. Bon, en soi, logiciel France-africain, je pense que c'est une pique que je prends plutôt à la rigolade. Après, tout ce qui est élément de France-Afrique, personnellement, je n'étais pas encore nécessairement né au moment où ça avait été établi. Donc voilà, je prends la rigolade et je réaffirme le fait que, on souhaite tous, autant que nous sommes sur le plateau, une nouvelle Afrique avec des pays africains qui prennent de plus en plus leurs responsabilités et je ne m'écarte vraiment pas de cette logique. Exactement, c'est ce qu'on promeut ici donc dans l'émission L'Afrique dans tous ses états et bien sûr sur Vox Africa. Mesdames et messieurs, le moment est arrivé de poursuivre, de commencer en tout cas les différents débats et notamment les différentes thématiques que nous allons aborder avec vous, Baba Dème. On va commencer par le discours marquant du général Tiani, président du Niger, un discours qui a pointé du doigt de nombreux points. Et aujourd'hui, tu nous fais un état des lieux et ensuite on en reparle ici sur le plateau. Alors, on regarde la vidéo, on revient. Dans un entretien diffusé ce mercredi 25 décembre sur la télévision nationale, le général Tiani a abordé les défis sécuritaires que rencontrent le Niger et la Confédération AES, accusant à nouveau la France de soutenir des groupes terroristes pour déstabiliser son pays. Ces terroristes, actuellement, bénéficient de soutien matériel, soutien financier et soutien en formation de la part de la France avec bien sûr la bienveillance des autres puissances occidentales. Le général Tiani fait état de projets français visant à affaiblir le Niger, affirmant que des responsables français, en coopération avec certains acteurs nigériens, avaient tenté de créer une base au Nigeria pour relier les groupes terroristes opérant au Mali, au Nigeria et au Tchad.
Le gouvernement du Niger a en effet accusé à plusieurs reprises certains de ses voisins, notamment le Nigeria, de soutenir des actions visant à déstabiliser le pays. Allez, de retour sur le plateau, mesdames et messieurs. Baba, je te donne la parole. Alors, quel point peux-tu nous faire? Oui, en tout cas, cette interview a fait un grand bruit. Pour remettre le contexte, c'était le 25 décembre dernier. Et il a fait des accusations claires, nettes et précises sur plusieurs types de pays. Mais on va retenir quand même 3 groupes par rapport à ces accusations. Donc, les premières accusations vont forcément contre la France, qu'il a nommé 88 fois. Et je ne vais pas rajouter, quand il parle de l'ancien colon, je ne rajoute pas tout cela, mais nommément, il a nommé pendant 2 heures 88 fois la France. Alors, qu'est-ce que reproche Tchani à la France? Il accuse directement la France de comploter pour déstabiliser le Niger et le pays du Sahel, notamment l'AES. Et il affirme que la France finance l'installation des bases militaires dans des pays voisins, notamment au Nigeria, et dans le but de déstabiliser la région. Ça, c'est une chose. Autre chose qu'il a rajouté, c'est l'implication présumée des services de renseignement français. Donc, il a dit que les agents de la DGSE française se sont repositionnés dans les pays voisins, que sont le Bénin et le Nigeria, après avoir été expulsés du Niger. Ça, on s'en souvient encore. Autre chose aussi, c'est le soutien. Et là, il a vraiment fait un focus là-dessus. C'est le soutien présumé au terrorisme de la France. Il dit que la France a collaboré avec les organisations terroristes comme Boko Haram, plus les autres groupes islamiques, donc il les a nommés, il y a au moins 3 ou 4 groupes qu'il a nommés dans son interview, et qu'il y aurait eu des armes qui auraient été livrées. Et au-delà de ça, il a précisé qu'une centaine de milliards auraient été financés pour Boko Haram, notamment à Sokoto et au Bénin. Donc ça, c'est déjà une chose. Hormis la France, il y a quand même 3 autres pays qui ont été vraiment cités, que sont le Nigeria, qui a été cité 19 fois pour le coup. Bon, 19 fois, c'est moins que les 88 fois de la France. Le Bénin, 17 fois. Et la Côte d'Ivoire a été nommée aussi 15 fois. Et quand je dis bien nommé, c'est quand il précise Ivoirien, Côte d'Ivoire, sans aller au-delà. Donc pour le Nigeria, très rapidement, c'est qu'il a carrément dit qu'ils ont hébergé des bases militaires françaises. Et il a même dit que c'était à Borno. Il a même accusé Tinubu lors de son ancienne, de sa visite en France. Qu'est-ce qu'il a reçu de sa visite en France, ça il le dit. Pour le Bénin, il les accuse de l'acquisition des drones militaires chinoises et aussi des agents de renseignement français qui ont été aperçus à Kandi au Bénin. Ensuite, pour la Côte d'Ivoire, c'est tout simplement, c'est dans l'actualité. Il dit que le camp militaire va être rétrocédé. Il le précise dans son interview que le camp militaire va être rétrocédé et que ce n'est juste que de l'enfumage quand on dit le retrait des bases militaires. Il le dit précisément. Ensuite, il critique aussi l'ancien régime qu'il accuse d'avoir financé et collaboré les groupes terroristes. Donc ça, ce sont des accusations qu'on peut retenir. Alors, quelles ont été les conséquences ? Donc forcément des tensions diplomatiques. Nous avons eu pas mal de démentis, donc du Nigeria qui ont été formels, du Bénin qui disent que sont fausses, fantaisistes, injustifiées et dénuées. Il y a également la Côte d'Ivoire qui a fait un communiqué pour démentir exactement ça. La CEDEAO également a démenti, mais pour prendre la défense du Nigeria. Bien sûr, en soutien, oui. Et on peut dire aussi que ça a renforcé l'AES. Sa position, tout simplement. Ils apparaissent comme ils se positionnent en opposition à l'influence occidentale, particulièrement française dans la région. Alors, pour conclure, les questions qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'il y a un risque d'instabilité? Comment le général Tchani et l'AES peut-elle faire confiance à ses voisins et à la CEDEAO? Donc, c'est le débat qui est posé. Merci beaucoup, Babadem. C'est très clair, effectivement. Donc, on a tous suivi donc, ce discours qui a été, on va dire, une masterclass. Beaucoup le disent, encore une fois. Après, donc, on va revenir sur différents points. Alors, d'abord, on va faire un rapide tour de table. Qu'en avez-vous pensé, Stéphane Dos Santos? Écoutez, moi, ça ne m'a pas vraiment étonné parce que quelques jours avant ça, lors du 66e anniversaire de l'indépendance du Niger, le général Tchani avait aussi fait un discours qui allait dans ce sens-là, où il parlait de tentatives de déstabilisation, notamment par la désinformation. Il accusait déjà des pays extérieurs, et on sait tous qu'il faisait allusion à la France. Et il parlait aussi de valets africains au service de l'ennemi, donc on savait déjà à qui il faisait allusion là, sauf que là, maintenant, il les a nommés. Moi, je vais scinder la chose en deux.
Lorsqu'il parle de la France, ça ne nous étonne pas trop, parce que on sait ce qu'a été la France-Afrique. Il y a des livres qui en parlent. Je cite Pierre Péan et Affaires africaines, la série de Jacques Faucard qui a été lui-même mêlé à ces sales besognes de la France-Afrique. Donc ce ne serait pas trop étonnant si ça s'avérait être vrai. Mais par contre, sur les voisins africains, à moins qu'il n'ait des preuves tangibles, moi ce que je regrette, c'est que ça irait au contraire du discours que prônent certains acteurs de l'AES, notamment Ibrahim Traoré, qui dit que cette sortie de la CEDEAO, ça n'inclut pas le fait qu'il n'y ait pas de relation avec les autres pays qui sont restés à l'intérieur. Et jeter ce genre d'accusation sans avoir de preuves tangibles derrière, ça viendrait un peu refroidir ces relations-là. Vous pensez qu'il a créé la division en faisant ce type d'allocution ? Alors, il n'a peut-être pas créé la division, mais peut-être il y a un début de fissure, peut-être. Et ça, c'est quelque chose qui pourrait être déplorable. Peut-être compléter ce que Stéphane vient de dire. En soi, encore une fois, ce n'est pas nécessairement une surprise. Ça s'inscrit véritablement dans une suite logique de précédentes déclarations, selon moi, comme Stéphane l'a bien souligné. Aussi, peut-être aussi insister sur le fait que, selon moi, ce n'est pas nécessairement lui, à travers ce discours, qui va tendre à créer une certaine fracture. En fait, il fait que mettre le doigt sur une fracture qui était déjà là, et si on prêtait quand même suffisamment attention, qui était quand même assez perceptible. Donc, en soi, c'est vraiment quelque chose qu'il a voulu mettre en avant. Moi, je note quand même, c'est vraiment ça le point principal, pour, selon moi, cette bataille sur un double front. Donc, à la fois la France, comme Baba l'a souligné, qui a quand même été nommée 88 fois, mais d'un autre côté également, cette bataille ou intra-CEDEAO, où, pour une fois, on cite quand même un certain nombre de pays de manière explicite. On sait qu'en politique, ça se fait quand même rarement, mais là, il va jusqu'à citer directement des pays. Et, on parle de preuves absentes. Moi, j'ai quand même un certain nombre de preuves qu'il avance maintenant, à voir si c'est vérifié ou vérifiable. Je ne suis pas dans les services de renseignement nigériens, mais bon, voilà, quand il va jusqu'à nommer que voilà, le Bénin a acquis 100 drones pour surveiller quand même un certain nombre de zones sur le territoire, pour moi, c'est des preuves qui jusque-là n'avaient pas encore été nominalement avancées. Donc voilà. Mais après, c'est vrai qu'on dit qu'il ne crée pas la fracture, mais il y avait une petite accalmie quand même en Afrique de l'Ouest, entre notamment le Bénin et le Niger. Et des ambassadeurs avaient été nommés. Voilà, on sentait d'un côté comme de l'autre que ça pouvait rentrer dans l'ordre. Et finalement, arrive ce discours-là. Je dirais qu'accalmie, autant pour moi, c'est vraiment un grand mot. On sait qu'il y avait un certain nombre de dialogues qui avaient été initiés, notamment l'ancien président Boni Yayi, qui avait même été envoyé en tant qu'émissaire pour un petit peu tamiser les sentiments des deux côtés. Bon. Ça laisse quand même supposer un certain nombre de tensions qui étaient là, mais juste qui n'étaient pas au devant de la scène. Donc en soi, l'idée à travers ça, c'est de dire que bon, écoutez, on a quand même essayé de partir sur un certain nombre de négociations. A priori, vous ne comprenez pas nécessairement, et je me dois de prendre l'opinion internationale, nationale et internationale à témoin dans le cas de figure. Alors moi, je veux reprendre les propos d'un journaliste, donc de M. Diouf de New World TV, qui dit comme quoi l'allocution, on peut même parler d'allocution, alors que c'était une interview, il disait que le problème, c'est que la forme n'était pas la bonne, à savoir qu'il arrive sur une chaîne donc, nationale avec un journaliste qui pose très peu de questions et qui finalement ne challenge pas le président. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui sur le fait que ça a un petit peu joué en sa défaveur, ce type d'entretien? Oui, moi je pense que oui, ça joue en sa défaveur, parce qu'effectivement, s'il avait en face de lui un journaliste qui allait le challenger, au-delà de le challenger, ça allait le permettre de développer et de dire qu'est-ce qui le fait penser ça. Bien sûr. Parce qu'aujourd'hui, avec ces accusations, quelqu'un de lambda peut se dire mais il invente des choses farfelues, ça vient d'où? Donc effectivement, c'est pour lui, ça joue en sa défaveur. Baba? Non, moi je suis pas d'accord. Moi je trouve même qu'il a été précis, et pour ceux qui demandent des preuves, parce qu'après on parle de preuves, ensuite preuves tangibles, moi je pense qu'il a été très très précis, notamment quand il donne les coordonnées du GPS. Et pour moi, c'est plutôt une bouée de sauvetage qu'il est en train d'envoyer aux pays voisins. Quelque part, pour moi, il veut la paix, parce qu'à un moment donné, il parle des colonnes qui avancent, Qu'est-ce qui aurait empêché l'armée aérienne du Niger de bombarder, en voyant que l'ennemi est en train d'avancer? À un moment donné, il faut aussi se rappeler du contexte. Le mois de décembre, je parle juste du mois de décembre, le 5, le 15 et le 20, il y a eu des attentats meurtriers faits par des terroristes sur le sol nigérien. Donc en conséquence de ça, il a appris, et si on écoute bien pendant 2 heures,
il parle des financements de ces terroristes. Quand il accuse le Nigeria, il dit bien au Nigeria. Je pensais que le Nigeria était le Nigeria quand on leur a donné l'information. Et au final, ils n'ont pas fait, ils n'ont pas réagi. Donc pour moi, c'est des bouées de sauvetage et je pense qu'il a été très, 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 très précis. Quand il accuse le Bénin, il dit, regardez, c'est l'aéroport, nous avons les images. Donc, mais est-ce qu'il n'a pas manqué finalement ces images-là? Nous avons les images nous avons les images et voilà les images. Parce que le problème, c'est ce qu'on lui reproche, c'est-à-dire que les gens disent oui, il dit avoir des preuves, mais malheureusement, les preuves, on ne les voit jamais. Non, au contraire, quand il dit... Parce que quand il parle bien d'un aéroport, il parle bien d'un hôtel, il parle aussi surtout le côté GPS, c'est vraiment militaire, mais il donne les positions, etc. Il nous incite, même il nous exhorte à regarder. Là où j'aurais pris quelques doutes, ou en tout cas là où j'aurais été surpris, c'est plutôt la réaction des autres. Le Nigeria ou même le Bénin aurait pu dire, écoutez, ou même la CEDEAO aurait pu dire, écoutez, votre position concerne ce hangar, mais ce hangar, il n'y a que des sacs de riz dedans. On aurait pu le ridiculiser. Mais au contraire, on a eu juste des réactions, c'est fantaisiste. Donc pour moi il leur a permis d'avoir une bouée de sauvetage. Il leur a tendu une perche qu'ils n'ont pas réussi à saisir en montrant finalement que c'est faux. En soi, par rapport à ça, je pense qu'il y a éventuellement aussi peut-être la volonté de ces pays-là de garder une certaine hauteur, n'est-ce pas? L'idée de, s'ils partaient, n'est-ce pas, dans une réponse frontale, en soit point par point, ça donnerait un peu plus de force aux arguments de Tiani. Là, le fait de balayer d'un revers, là, en soi... le décrédibiliser. Non, là, en soi... Oui, mais effectivement, c'est qu'une interprétation. Oui. Mais pour moi, le fait de ne pas nécessairement vouloir, si je regarde leur posture, se rabaisser un petit peu à ces arguments, fait de ces différentes déclarations en soi un non-événement, qu'on a tout de suite été balayé d'un revers. Pour le coup, c'est un peu le contraire, c'est-à-dire qu'à partir du moment qu'on décide de réagir, eh bien, il faut réagir correctement et avec des informations, des éléments tangibles, entre guillemets. Effectivement, c'est là où moi je rejoins Cyril, et c'est ce que je disais tout à l'heure. Le Nigeria, comme le Bénin, comme la Côte d'Ivoire, peuvent après... prendre une certaine hauteur et se dire non mais tout ça c'est fantaisiste. Mais justement pour affronter ce genre de personnes, surtout que vous les soupçonnez qu'il y a des gens derrière eux, il faut venir avec des preuves qui vont être incontournables. Qui doit venir avec des preuves? Le général Tiani. D'accord. Voilà, qui vont être vraiment incontournables. Pourtant, parce que il a donné des noms précis. Par exemple, et il dit une chose, ceux qu'on a arrêtés, les terroristes qu'on a arrêtés, c'est eux qui nous ont dit que. Donc, et il a précisé les noms. Donc pour moi... Mais pour le coup, quand on regarde les réactions, on constate que finalement la popularité entre guillemets de général Tiani a monté, parce que finalement les gens ont vu ce discours-là, l'allocution était claire, il y avait beaucoup d'éléments qui ont été donnés. Finalement, est-ce que c'était pas plutôt au Bénin, au Nigeria, à la Côte d'Ivoire de venir avec finalement des éléments de réponse concrets, à savoir non, il n'y a rien, regardez à ces coordonnées géographiques, voilà ce qui s'y trouve, etc., etc. Est-ce que finalement, pour discréditer le général Tiani, il ne fallait pas plutôt faire ça de la part de ces pays-là? mais de toute façon, moi je pense que même si ces pays-là auraient répondu avec des preuves, il n'aurait pas réussi peut-être à discréditer vraiment le général Tiani, parce qu'aujourd'hui il jouit d'une popularité qui n'a rien à voir avec ce qu'il avance. Mais est-ce que ça n'aurait pas été mieux que ce qui se passe actuellement? Peut-être. Et là ça aurait fait match du coup, parce que le général Tiani serait obligé de revenir maintenant avec des preuves, les preuves qu'on évoque là. Et pour le coup, le Bénin, avec le ministre des Affaires étrangères qui a pris la parole et qui incitait et même exhortait donc les autorités militaires du Niger de venir sur les territoires béninois et pour explorer tout le territoire béninois et voir qu'il n'y avait rien contre le Niger. C'est après coup. Ils ont le temps de faire déménager. D'ailleurs, Tiani le dit, ils ont eu le temps de faire déménager certaines choses. Et même parce que l'accusation qu'on dit, c'est d'avoir des bases militaires françaises secrètes au Bénin. Quand on pose la question au ministre en question, on lui dit est-ce qu'il y a des bases? Il dit le Bénin n'a jamais eu de base militaire. On dit bon, est-ce qu'il y a des forces françaises au Bénin? Et là, il était un peu plus nuancé. Il parle de coopération. Voilà, de coopération. Bien avec la France qu'avec d'autres pays. Absolument, mais c'est de savoir ce que Tiani a dit a été clair et pour moi, il n'a pas été convaincant en tout cas dans sa réponse où il a plutôt fait de la diplomatie en fait. Donc on l'a dit,
La CEDEAO aussi a pris parti, a défendu donc, le Nigeria. Donc tous les autres pays ont répondu, donc, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Niger. Quelles vont être les conséquences entre ces différents pays et le Niger? Est-ce que finalement, on l'a dit, retrouver donc une Afrique de l'Ouest unie et qui va pouvoir travailler ensemble, parce que le Bénin insiste sur le fait que les pays de l'AES sont des pays frères, on souhaite travailler avec les pays de l'AES, mais est-ce qu'avec finalement un discours comme l'a fait le général Tiani, cela ne va pas finalement fracturer, voire définitivement, donc les relations qu'il pourrait y avoir entre ces deux parties? Bien sûr, c'est quelque chose qu'on ne peut pas ignorer, c'est quelque chose qui peut éventuellement arriver. Et moi, ce que je regrette par-dessus tout, et ça je le dis bien, si ce que M. Tiani dit ne sont pas fondés, c'est que ça viendrait du coup jeter un froid là où d'un côté on a des acteurs de l'AES qui disent que nous on ne veut pas être en rupture avec la CEDEAO, et de l'autre côté il y a aussi les pays de la CEDEAO qui veulent ne pas être en rupture avec l'AES. Donc c'est vrai qu'à long terme ce genre de propos peut avoir des répercussions sur les relations entre l'AES et la CEDEAO. En tout cas, ça n'empêche pas, donc encore une fois, le Niger de dénoncer donc, les tentatives, comme ils le disent, de déstabilisation de leur pays. Maintenant, que va-t-il se passer? Comment vont-ils résoudre? En tout cas, on voit encore une fois les pays disant que l'objectif, c'est vraiment d'aplanir la situation, de dialoguer, de faire en sorte qu'on puisse dialoguer, de faire en sorte que, on puisse aller sur les territoires des différents pays et de constater que finalement, il n'y a rien. Donc maintenant, qui a raison? C'est ce qui est problématique, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est entre les deux, c'est-à-dire qu'on a pour les gens de la CEDEAO et les gens du Nigeria, de la Côte d'Ivoire, et on a les autres qui sont plutôt AES et qui disent finalement il y a vraiment des choses qui se fourmentent contre les pays de l'AES. Ça va aller jusqu'à où, Baba? Non, c'est pour ça moi je parle de bouée de sauvetage, parce que si vous regardez bien le ton, l'intonation, le ton de Tiani, et même la manière dont il a donné les informations, à aucun moment il n'a fait de menace. Il a juste donné, il y a ça, vous êtes là, voici les informations, voici les noms, les personnes, dont, notamment les deux frères dont il en parle. Il parle aussi des camps, en tout cas de la formation dans le camp de Port-Bouët en Côte d'Ivoire. Je pense que c'est juste une bouée et je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Mais regardez aussi les discours des chefs d'État. Finalement, il y a le Guinéen Mamadou Doumbouya qui dit « Nous sommes avec les gens de l'AES et nous continuons à leur donner notre soutien. » Il y a d'autres qui ont... Donc pour moi, c'est une bouée de sauvetage qui va pour moi plutôt raffermir, parce qu'il n'a jamais été dans ce qu'on appelle de la menace. Il aurait pu menacer en voyant ça. En gros, l'objectif du général Tiani, c'était de dire tout simplement voici au pays de la oui. CEDEAO, on sait. Attention, on sait. Exactement. Donc prenez les mesures nécessaires pour arrêter tout ça et faire en sorte qu'on puisse avancer ensemble. Vous pensez que c'était vraiment l'objectif? Juste pour ajouter, c'est la même stratégie qui a été faite avant les menaces de bombardement. C'était en 2023 où ils avaient menacé. Ils ont communiqué, attention, il y aura ça, ils veulent attaquer telle date. Et finalement, ça a permis de faire reculer. Donc moi, je pense que c'est une bonne stratégie de communiquer. Et également, je pense que cette sortie vient plus ou moins justifier la situation d'alerte maximale dans laquelle les pays de l'AES se sont placés. Donc en soi, au moment de cette annonce, on n'avait pas nécessairement tous les éléments. On se rend compte à travers cette sortie qui a quand même duré plus d'1 heure, qui était quand même assez maîtrisée par le général Tiani, que là, encore une fois, l'opinion nationale et internationale est prise à partie, amènant un certain nombre d'éléments qui peuvent maintenant venir, qui peuvent être prises en considération quand on se demande pourquoi, au final, ces pays sont passés à ce stade d'alerte maximale. Exactement. Merci beaucoup, en tout cas, pour le point que nous avons pu faire concernant la situation, et notamment l'allocution ou l'interview du général Tiani. On poursuit, mesdames et messieurs, avec le discours du président Ouattara, oui, la rétrocession de la base militaire française aux Ivoiriens. On regarde la vidéo et puis on revient. Le président Alassane Ouattara a annoncé le départ des forces françaises de la Côte d'Ivoire. Mardi, lors de son traditionnel message de vœux du Nouvel An, il a précisé qu'il s'agissait d'un retrait concerté et organisé. Ce retrait sera suivi de la rétrocession du 43e bataillon d'infanterie de marine de Port-Bouët aux forces armées ivoiriennes dès ce mois de janvier, avec un nouveau nom attribué à l'unité. Le chef de l'État ivoirien a exprimé sa confiance en la capacité de son armée à assurer la sécurité nationale.
Cette annonce intervient moins de 2 mois après les déclarations de Jean-Marie Bockel, l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron pour l'Afrique, et qui affirmait qu'il n'y avait pas de demande de départ des troupes françaises de la part des chefs d'État africains. Dissous pendant la crise et l'opération Licorne, le 43e BIMA avait été rétabli en 2016. Outre Abidjan, Dakar a également annoncé la fermeture de toutes les bases étrangères sur son sol cette année. Allez, de retour sur le plateau. Cyril, je te donne la parole. Alors, quel point fais-tu concernant Effectivement. cette situation ? Donc, merci Aïssa. Donc, aujourd'hui, on va aborder la question qui marque donc un véritable tournant dans le cadre des relations franco-africaines, à savoir le départ des troupes françaises de Côte d'Ivoire. Donc, voici 4 points clés qu'il faut retenir de cette actualité. Donc, d'une part, l'annonce officielle, le président ivoirien Alassane Ouattara a annoncé lors de son discours de vœux du 31 décembre la rétrocession de la base militaire française d'Abidjan à la Côte d'Ivoire dès janvier 2025. Cette décision s'inscrit dans le cadre d'un retrait concerté et organisé des forces françaises du pays. Concernant les raisons de ce départ, les raisons qui ont donc été avancées, c'est que ce retrait peut s'expliquer par plusieurs facteurs. D'une part, le président Ouattara a mis en avant la modernisation et les progrès réalisés par l'armée ivoirienne, désormais donc capable d'assurer seule la sécurité nationale selon lui. D'autre part, ce départ s'inscrit dans une tendance plus large de désengagement militaire français en Afrique de l'Ouest, faisant suite à des retraits similaires au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Pour la France, ce retrait marque donc la fin d'une ère. L'Afrique de l'Ouest était la dernière zone du globe où la France pouvait encore exercer une influence militaire significative. Ce départ s'ajoute à une série de retraits dans la région, comme j'ai dit un peu plus haut, réduisant considérablement la présence militaire française en Afrique. Ce retrait s'inscrit donc dans un contexte régional en pleine mutation. D'autres puissances, notamment la Russie et la Chine, cherchent à étendre leur influence dans la région. De plus, cette décision pourrait influencer d'autres pays africains, comme le montre l'annonce récente du retrait des troupes françaises du Sénégal. Donc en conclusion, le départ des troupes françaises de Côte d'Ivoire marque un tournant majeur dans les relations franco-africaines et reflète les changements géopolitiques en cours sur le continent. Merci beaucoup Cyril. Effectivement, donc prise de parole du président Alassane Ouattara lors du passage à 2025. Alors quand même, allez, une prise de parole, en tout cas un commentaire positif, hein. La Côte d'Ivoire en marche, toujours bravo pour tout ce qui a été accompli en termes d'infrastructures, d'éducation, de salubrité et j'en passe, ambition et travail, j'applaudis. Donc oui, il y a des gens qui considèrent que le bilan du président Alassane Ouattara, qui l'a aussi énoncé donc lors de cette prise de parole, il n'a pas parlé que des bases militaires, mais que c'est un bilan positif et beaucoup l'applaudissent. Et donc je pense que même sur le plateau, on est beaucoup à applaudir effectivement son bilan qui est plutôt positif. Donc merci à Aziza Denyamko. Et maintenant concernant la base militaire, c'est vrai qu'on ne s'y attendait pas, il faut le dire, on ne s'attendait pas à une telle annonce le 31 décembre 2024, n'est-ce pas ? Effectivement, on ne s'attendait pas à une telle annonce. Moi, je pense que cette annonce, elle a été aussi influencée par la tendance souverainiste des autres pays d'Afrique de l'Ouest. Ce qui fait que beaucoup de gens n'y croient pas vraiment. Quand on regarde en termes de timing, le Sénégal l'a annoncé quelques semaines avant et ça va prendre corps début 2025. Idem pour le Tchad, qu'il a annoncé quelques semaines avant. Il y a eu les premiers retraits fin décembre. Mais lui, il l'annonce début janvier et les choses vont se faire de manière imminente. C'est un peu, c'est comme si il a été piqué par quelque chose pour dire ça. Aussi, moi je comprends les gens qui n'y croient pas, au regard de la proximité historique qu'il y a toujours eu entre Paris et Abidjan, ça date de l'époque d'Houphouët-Boigny même. Pour moi, je pense que c'est quelque part une sorte de tempête dans un verre d'eau. Pourquoi je dis ça ? Parce que pas plus tard qu'hier, il y a le célèbre journal Le Monde qui cite la base militaire française de Port-Bouët sera rétrocédée à Abidjan fin janvier, tandis que la coopération militaire franco-ivoirienne sera remodelée. Donc, vous voyez, c'est quand même à challenger tout ce que M. Ouattara nous a dit à la télévision. Donc, il faut savoir que ce retrait a été fait de manière concertée donc, avec la France, c'est un point important. Et il y a quand même un point aussi qu'il faut aussi soulever, la fermeture de la base militaire française en Côte d'Ivoire n'est pas une décision uniquement liée au contexte actuel et au rejet régional des bases françaises. Il faut savoir qu'elle s'inscrit dans une continuité, mesdames et messieurs, d'accords et de programmes de restitution progressive initiés après la crise
post-électorale de 2010-2011 et exécuté depuis 2022. Donc depuis déjà 2022, on parlait donc de cette rétrocession. Donc maintenant, la question, c'est plutôt pourquoi le 31 décembre, le président Ouattara se hâte, je dis bien se hâte, d'annoncer donc ce retrait. Effectivement, donc on sent donc cette comment dire cette tendance souverainiste et on voit avec le Tchad et le Sénégal qui aussi disent au revoir aux bases militaires. Il se trouvait normal que le président, en tout cas, il a jugé normal de faire exactement la même chose à cette période-là et de façon très rapide. Les gens, beaucoup disent que c'est parce qu'il a aussi il a besoin de rattraper donc, cette frange de la population ivoirienne qui sont aussi souverainistes, indépendantistes et qui attendent ce genre de décision. Oui, effectivement. Moi, je pense que pour renforcer un petit peu ce qui a déjà été dit, ça s'inscrit de manière assez logique dans le zeitgeist du moment, donc tout ce qui se fait dans les pays voisins. Et j'aimerais peut-être même poser une autre question. Qu'est-ce qu'on aurait dit si jamais cette décision n'avait pas été prise, n'est-ce pas? On allait continuer éventuellement à accuser la Côte d'Ivoire de servir de base arrière autant pour moi, de la France en Afrique de l'Ouest. Donc voilà, je pense que c'est une manière de potentiellement... avec des éléments objectifs, peut-être écarter cette hypothèse. Donc en soi, c'est vraiment un point de plus quand même, grosso modo, pour Ouattara, dans le sens où ses ennemis vont plus nécessairement pouvoir se targuer de cet argument et vont devoir, a priori, peut-être revenir sur... On a un message de Mamadou Konaté qui dit « Comment peut-on évacuer toute une base militaire de plus de 64 ans de présence en un mois ?» Donc vigilance, ça sent une nouvelle candidature présidentielle 2025, paix et sécurité en Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'on s'y attendait aussi, on s'attendait quand même à une annonce plutôt, à savoir le président annonce officiellement donc, sa candidature aux élections présidentielles plutôt qu'à un retrait des bases militaires. Effectivement, et je pense qu'il y a un adage en France, je pense de Charles Pasqua, qui parlait de quand on a souvent des problèmes, il faut donc penser à créer une affaire dans l'affaire et si possible créer une affaire dans l'affaire de l'affaire. Donc en soi, concernant la Côte d'Ivoire, la grande question qui se posait jusqu'à présent, c'était la possible candidature d'Alassane Ouattara, qui a donc suite à cette annonce vraiment été relégué au second plan. On n'en parle plus du tout. On parle plus de savoir si c'est une mascarade ou pas, le fait d'avoir une armée française qui va progressivement quitter le pays. Donc voilà, en soi, c'est vraiment Ouattara, à travers cette annonce, qu'a donc pu en soi vraiment gagner encore un peu plus de temps si jamais il est encore en réflexion sur une possible candidature. Est-ce qu'il ne prépare pas tout simplement le terrain, savoir pour qu'on accueille sa candidature de façon un peu plus sereinement, avec le sourire entre guillemets, Baba? Non, parce que moi je suis pas dans cette logique. Pour moi, il ne va pas se présenter, donc je reste là-dessus. Après, quand on parle de surprise, il dit bien, il faut revoir le discours de Tchani, qui avait dit, lui c'est le 25 décembre, il a dit cette mascarade, j'ai oublié le terme exact, cette mascarade de rendre le Bisma, là, le camp Bisma, donc ce fameux camp Port-Boué, il a annoncé avant l'annonce de Ouattara en disant que c'est une mascarade et c'est un repositionnement. Après, si on réécoute Jean-Marie Bockel, qui était l'envoyé de Macron pour l'Afrique, lui-même, un mois auparavant, il avait dit que ce soit la Côte d'Ivoire, le Gabon et le Tchad. À ce moment-là, le Tchad n'avait pas encore décidé de renvoyer les militaires français. Il avait dit c'est la Côte d'Ivoire, nous n'avons aucun message de demande de retrait. Donc nous allons faire un remodelage, c'est-à-dire on va réduire mais revoir, donc un remodelage. Et quand on écoute Jean-Marie Bockel, n'oubliez pas que quand le Tchad et le Sénégal ils ont fait leur annonce, on a pointé du doigt en se disant tiens, il ne reste que les deux bases France-africaines que sont le Gabon et la Côte d'Ivoire. Et n'oubliez pas que quelques jours après, ce même M. Ouattara avait dit, bien sûr, concernant les bases militaires, il y aura un remodelage, nous allons revoir la situation. Donc il l'annonçait déjà. Donc ce n'est pas vraiment, comme on dit, une surprise. Mais il dit, par contre, lui, il dit rétrocession. Il ne parle pas de base comme Diomaye Faye l'a fait dans son discours, où il a dit aucune base militaire étrangère dans son territoire. Lui, il parle de rétrocession. Et si on suit Tchani, ça peut être aussi ok, on ferme cette base, mais pourquoi pas... Exactement, c'est ce que disait le président Tchani. Il a insisté dessus, à savoir qu'effectivement, il y avait 4 pays où encore il y avait des bases militaires françaises. Et finalement, aujourd'hui, avec le fait de
changer la stratégie donc française. Et bien maintenant, la présence française est dans plus de 20 pays, à peu près 20 pays. Et puis c'est le rapport de Jean-Marie Bockel du 20 octobre. C'est dans le rapport, et d'ailleurs Tchiani cite le pré-rapport de Jean-Marie Bockel. Exactement. Donc, message d'un téléspectateur, Wagnon Mousta, 1803, qui dit que l'affaire de la fermeture du camp militaire français me rappelle les mots et stratégies du général Castres, dissimuler l'armée française dans des sociétés privées afin de la rendre invisible. Et comme par prophétie, le Tchad, le Sénégal, la Côte d'Ivoire décident de fermer les bases françaises. Ouvrons grand nos cerveaux. Vous en pensez quoi quand on met tout le monde dans le même panier, à savoir le Sénégal, le Tchad et la Côte d'Ivoire? Bon, concernant le Sénégal, c'était un thème de campagne de PASTEF depuis 2020. Donc, c'est dans une logique. Et si vous écoutez bien Jean-Marie Bockel, il dit qu'il n'a pas eu le temps de voir avec le président de la situation. Concernant le Tchad, par contre, c'est là où il y a une véritable surprise. Après, concernant la Côte d'Ivoire, après, il faut voir ce que Tchiani a dit. Mais en tout cas, ce n'est pas les mêmes contextes. Sénégal et Tchad, ce n'est pas le même contexte. Effectivement, moi je pense que vraiment, il y a des nuances. Il y a quand même des nuances dans le sens où la Côte d'Ivoire est quand même le seul pays qui parle de départ concerté. Le Tchad a vraiment pris la France par surprise, si on s'en tient aux différents communiqués. Un petit peu pareil dans la forme pour le Sénégal. Donc je pense que c'est vraiment pas nécessairement pertinent de tout mélanger. Et encore une fois, moi je me poserais la question de savoir si tout restait sur un statu quo, la même personne qui fait probablement ce commentaire se plaindrait du fait que bon voilà, la France est toujours présente. Donc là, pour une fois, il y a un certain nombre d'actions qui sont posées autant pour moi. Donc moi je laisserai quand même le bénéfice du doute. Une prise de décision légitimée par pas mal de choses. Quand on dit que les Fassis ils ont une armée, la Côte d'Ivoire a une armée aujourd'hui qui a les moyens de gérer donc la sécurité nationale. Quand ils annoncent comme quoi on a pour objectif un renforcement de la souveraineté nationale, parce que ce sont des mots qu'a employé donc le président donc Alassane Ouattara. Pour le coup, il est vraiment dans la tendance de ce qui se passe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Donc rien d'étonnant pour le coup quand on regarde ce qui se passe autour de ce pays. Bien sûr, vous savez, il y a un adage en latin qui dit au tempora, au mores, autre temps, autre mœurs. Aujourd'hui, les pays ouest-africains sont dans une dynamique de diversifier les partenariats. C'est le cas du Tchad, où le président Itno avait déjà commencé un peu à diversifier certains partenariats. Il ne faut pas oublier qu'entre lui et Macron, le courant ne passe pas. Il y a eu une affaire qui a été médiatisée de vêtements qui ont coûté très cher, qui a été médiatisée ici en France. Et Itno dit dans son livre qu'il n'aurait pas aimé un coup de fil de Macron qui lui disait de ne pas se présenter aux élections. Donc on comprend déjà qu'il y avait un couac. Le Sénégal, comme l'a dit Baba, était déjà sur une ligne idéologique où il y avait déjà cette velléité-là qui est une rupture avec l'ancienne puissance coloniale qui est la France. Donc je ne pense pas qu'il faut mélanger tout dans le même sac. Il faut plutôt s'imprégner des tendances idéologiques actuelles en Afrique de l'Ouest. Et enfin, pour terminer, est-ce que cette décision est rassurante pour le Niger? Elle devrait normalement. Celle de la Côte d'Ivoire? Oui, la décision, bien sûr. Rassurante dans le sens où... rassurante, je pense, pour le peuple du Niger, oui, dans le sens ils peuvent se dire que notre chef d'État est un précurseur, parce que quelque part, il l'a dit le 25 décembre, ce que Ouattara a dit le 31 décembre. Moi, il n'y a que dans ce sens-là. Parce que quand même, le président Tchiani disait comme quoi que la Côte d'Ivoire était la base arrière donc, de l'armée française, avec sa base militaire donc, physique en Côte d'Ivoire. Donc finalement, s'il n'y a plus de base militaire française en Côte d'Ivoire, donc c'est, comment dire, un ennemi, entre guillemets, en tout cas une menace en moins pour le Niger. Je pense que le peuple du Niger n'y croit pas. Pour être honnête, je ne pense pas qu'ils soient... Mais d'ailleurs, le général Tchiani l'a dit, le problème des Africains, c'est de croire ce que la France a l'habitude de nous dire et de saupoudrer. Donc lui-même, il a dit, vous allez entendre qu'il y a des bases françaises, comme par hasard, vont être fermées par-ci, par-là, mais c'est juste un remodelage et il a donné des précisions. Donc lui-même, ça ne va pas le rassurer, il va juste dire, écoutez ce que j'ai dit, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, mesdames et messieurs, on termine avec ce deuxième sujet. On va enchaîner tout de suite avec le troisième sujet, effectivement. Donc le 31 décembre, plusieurs présidents ont pris la parole face à leur public, face à leurs téléspectateurs et surtout face à leurs citoyens. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser donc au président de l'AES, à savoir M. Ibrahim Traoré, ainsi que M. Assimi Goïta, président du Burkina Faso et du Mali. Alors Cyril, on regarde d'abord la vidéo et puis on revient. La création de la Confédération des États du Sahel avec le Burkina Faso et le Niger
a constitué l'événement majeur dans la sous-région ouest africaine en raison de ses implications politiques et géostratégiques. C'est avec une grande satisfaction que je constate l'évolution positive de notre confédération, l'AES, dont les volets diplomatiques et militaires constituent une lueur d'espoir pour nos peuples. Sur un plan économique, les mécanismes d'harmonisation des procédures douanières et des politiques d'intégration sont en cours pour garantir le développement socio-économique de nos États. Les diplomates sont donc à pied d'œuvre de toute l'année 2023 et 2024 dans une diplomatie agressive. Nous poursuivrons dans ce sens en 2025 pour que l'image du Burkina Faso qui rayonne à travers le monde puisse continuer de croître. Et à travers cela, nous sommes dans une confédération de l'Alliance des États du Sahel. Plusieurs actions sont en cours actuellement pour pouvoir structurer cette alliance et l'asseoir. Parce que c'est le début d'une union dans la souveraineté, dans la liberté totale, pour que l'Afrique puisse prendre un exemple. Allez, de retour sur le plateau. Cyril, on te donne la parole. Que s'est-il dit dans ce discours? Effectivement, dans ces deux discours. Donc, à l'aube de 2025, les présidents donc, Ibrahim Traoré du Burkina et Assimi Goïta du Mali ont tous les deux adressé leur message de Nouvel An, traditionnel message de Nouvel An, reflétant donc les défis et les aspirations des deux pays sahéliens en pleine transformation. Leurs discours mettent donc en lumière des priorités communes et des stratégies parallèles pour faire face aux enjeux régionaux du moment. Donc, tout d'abord, d'un point de vue de la sécurité et de la défense nationale, les deux dirigeants ont tous les deux mis l'accent sur le renforcement des capacités militaires. Au Burkina Faso, le président Traoré a annoncé le recrutement de plus de 15 000 nouveaux soldats en 2024, effectifs donc à partir de 2025. Au Mali, le général Goïta a souligné la poursuite des opérations spéciales contre le terrorisme et les réformes militaires. Sur le plan de l'économie et du développement, les deux pays donc, misent tous les deux sur le développement économique et ont véritablement insisté sur la diversification économique des deux différents territoires. Le Burkina a donc connu une excellente production agricole en 2024 et introduit donc des nouvelles cultures comme le cacao et le café, là où le Mali a injecté plus de 346 milliards de francs CFA pour soutenir le secteur privé et a ouvert une nouvelle mine de lithium, une des plus grandes au monde, à Goulamina. Sur le plan de la gouvernance et de la justice, la lutte contre la corruption et les réformes judiciaires sont au cœur des préoccupations des deux chefs d'État. Au Burkina Faso, Traoré a annoncé la création des tribunaux coutumiers en 2025 pour intégrer les valeurs traditionnelles dans la résolution des conflits. Au Mali, quant à lui, Goïta s'est engagé dans les réformes judiciaires et des sessions spéciales contre des crimes économiques. La culture et l'éducation ont également été des points relativement importants dans les deux discours. Les deux pays ont vraiment mis en accent la revitalisation culturelle. Au Burkina, ça va se traduire par la construction d'infrastructures culturelles et la valorisation des plantes médicinales. Au Mali, on aura donc une année de la culture qui vise à renforcer donc, l'identité nationale. Pour terminer, d'un point de vue diplomatique, on va avoir un point commun majeur qui est donc la formation de la Confédération des États du Sahel qui va s'intensifier et qui va viser donc à renforcer la coopération régionale et la souveraineté. Donc ces discours reflètent en soi une volonté commune de renforcer la sécurité, stimuler l'économie et affirmer la souveraineté nationale tout en faisant face aux défis régionaux persistants. Merci beaucoup Cyril. Alors avez-vous pu regarder donc les différents discours de ces deux présidents-là? C'est vrai qu'il y a pas mal de points communs, donc ça a été dit par Cyril, mais il y a aussi des différences parce que forcément chacun a son pays à gérer avec ses réalités donc locales. Alors je vais prendre un commentaire d'un téléspectateur donc qui s'appelle Braloc 6911 qui dit, donc c'est très petit, nationalisation des ressources minières, hôpitaux, lancement de centrales solaires, lancement de raffineries d'or, apport de matériel agricole pour les agriculteurs et j'en passe. Bref, vive l'Afrique digne de ces trois hommes. Voilà, premier commentaire. Effectivement, donc finalement, est-ce qu'on considère qu'ils répondent aux attentes du peuple, donc de leur peuple? Est-ce que finalement c'est en adéquation avec ce que les différentes populations attendaient et notamment ce que le pays attendait pour leur développement? Oui, ils sont sur la bonne voie, même si tout n'est pas encore au point, mais ils sont sur la bonne voie. Moi, j'admire beaucoup ce qu'a fait Assimi Goïta, notamment en matière de nationalisation des ressources minières.
Pour moi, dans les discours, celui qui se démarque un peu plus, c'est Ibrahim Traoré. Moi, j'ai beaucoup aimé sa vision des choses où, pour lui, l'AES ne se limite pas seulement à ce trio-là. Il invite tous les pays africains attachés à leur souveraineté, à la liberté, à l'indépendance, à se joindre dans cette lutte. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui le démarque à ce niveau-là, du moins du point de vue du discours. Surtout, il insiste sur le fait de renforcer la transformation locale des matières premières, chose que le Mali a déjà fait, pour favoriser l'autonomie économique de son pays, le Burkina. Et c'est un message qu'il a étendu à l'ensemble des pays du continent africain. Donc cette ouverture d'Ibrahim Traoré, pour moi, ça le distingue un peu plus en termes de discours d'Assimi Goïta à ce niveau-là. Et effectivement, je pense qu'on a tous entendu donc, les mots du capitaine Ibrahim Traoré qui exhorte, qui insiste, qui ouvre la porte donc, à tous les pays qui ont des velléités de souveraineté, d'indépendance. Et c'est bien. Donc en soi, moi je pense qu'il s'inscrit dans le sens, n'est-ce pas, de l'histoire. J'aimerais peut-être aussi insister sur une grande nuance. C'est vrai qu'en termes de ton, pour les deux chefs d'État, il y avait vraiment ce sursaut nationaliste, insistant véritablement sur le caractère important d'avoir une véritable souveraineté et de maintenir l'effort collectif face à la crise. Dans les deux discours, la partie relative à la défense était véritablement le premier chapitre, un petit peu des deux discours. J'insisterai quand même sur le fait que la différence principale, selon moi, en termes de posture, c'est que Assimi Goïta aura tendance à avoir un discours peut-être un peu plus, je ne vais pas dire diplomatique, mais un petit peu plus diplomatique et inclusif, tandis que Traoré, c'est vraiment, selon moi, caractérisé par un discours plus militaire, plus direct, axé plus sur la confrontation et l'autodéfense. Donc moi, j'insisterai beaucoup plus sur ces deux points de différenciation pour peut-être planter le décor sur la comparaison. Après, il y a on voit bien sur la forme, en termes de temps, le discours du président Traoré a duré 25 minutes, là où l'autre a fait un quart d'heure. Donc déjà par rapport au temps. Et ce qui est bien aussi, c'est que, par exemple, dans le cas du Burkina Faso, et même de l'AES en général, quand ils font des choses bien, au niveau local, des usines de transformation, et même on n'a pas assez parlé, c'est au Burkina Faso, des procès contre la corruption. Et donc, ceux qui ont été les accusés, ils auront tous eu entre 6 et 15 ans de prison pour détournement de deniers publics. Donc, tout ce qui est bien, on ne le dit pas, ou en tout cas, ce n'est pas assez développé. Donc, le fait que le président Traoré a eu le temps, effectivement, je vois même quand on l'écoute, on entend un peu du Sankara. Oui. C'est-à-dire qu'il fait vraiment le focus sur la transformation locale. Et j'ai bien aimé aussi à la fin en disant, nous sommes ouverts même aux amis ou tous ceux qui veulent être amis du Burkina Faso, de venir se joindre au développement. Et c'est vrai qu'on peut voir d'un côté le discours du président Ouattara. Quand il fait son bilan, c'est vrai que c'est prometteur. On se dit, waouh, la Côte d'Ivoire part sur de bonnes bases. En écoutant le discours du président Traoré, j'ai eu la même sensation. En disant, effectivement, donc il a insisté, c'est tous au travail. En gros, il a été très inclusif, à savoir, ensemble, on va développer le Burkina Faso, ensemble. Et même quand il parle de médecine traditionnelle, lorsqu'il parle, pour le Mali, lorsqu'il parle de la culture, l'identité du pays, ils ont vraiment insisté sur l'identité de leur pays, sur le fait qu'on doit se réapproprier notre identité africaine pour finalement avoir ce côté un peu nationaliste, ce côté un peu patriote. Ils ont vraiment insisté sur ces points-là. Oui, et dans les deux cas de figure, cette partie un petit peu culturelle était avancée en amont un petit peu de la mention faite à l'AES. Dans les deux discours, le point AES était mentionné quasiment dernier. Ça ne veut pas nécessairement dire que c'était le moins important. Je pense qu'il y avait vraiment cette volonté, d'une part, dans un premier temps, de parler des éléments au niveau national avant de partir un petit peu sur l'AES, donc sur le supranational, si je peux le qualifier comme ça. Et c'est vrai que la culture était véritablement un élément focal dans les deux discours, avec une approche encore différente. Au Mali, ça va être l'année de la culture, donc c'est vraiment plus à la jeunesse malienne de s'approprier sa propre culture, là où le président Traoré va être plus ouvert sur l'international.
et c'est dans la logique de la quasi-totalité de son discours, où il parle d'exportation. Les plantes médicinales, c'est pour l'exportation, la transformation, c'est pour l'exportation. Même la culture, en créant cette institution des peuples noirs, avec une vision vraiment panafricaniste, il invite même tous les Noirs à venir se réapproprier leur culture au Burkina. Donc moi j'ai vraiment noté cette dimension internationale dans son discours, avec une diplomatie qui veut beaucoup plus agressif. Donc si je m'en tiens à ces propos. Pour compléter ce que Cyril a dit, moi je pense même qu'au-delà des pays qu'on a mentionnés ici, c'est une tendance vraiment globale en Afrique de l'Ouest. Il faut noter que le Ghana a pris une décision forte, qu'à partir du mois de janvier, il n'y a plus de visa pour tous les pays africains. Donc on sent vraiment cette volonté-là de s'ouvrir un peu plus au monde, de s'ouvrir un peu plus à l'Afrique et d'imposer sa marque sur le continent africain et sa marque dans le monde. Et je pense que c'est quelque chose qu'on attendait déjà depuis très longtemps. Je vais prendre un commentaire d'un téléspectateur, il s'appelle Manu, qui dit « C'est maintenant je comprends le comportement des Maliens ». Non mais c'est vrai que c'est étonnant, c'est très court, mais oui, mais je pense qu'il se base sur le discours du président malien. C'est vrai qu'il faut reconnaître que par rapport au Mali, le Mali a été rabaissé, a été moqué, mais dans son malheur en fait il s'est relevé. Aujourd'hui il a ouvert quand même la voie à pas mal de pays, hein. Il a même changé la face de l'Afrique. Donc c'est pour ça que je pense que ce monsieur-là dit que c'est maintenant je comprends le comportement des Maliens, à savoir que ils ont un objectif qui a été clair depuis le début et depuis même la nuit de temps par rapport à l'histoire du Mali. Et aujourd'hui, finalement, quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui et qui a été ouvert encore une fois par ce pays-là, on comprend pourquoi le Mali et les Maliens sont les Maliens, quoi. Pour moi, il suffit de voir... moi, quand il dit ça, moi je vois le premier président du Mali, Modibo Keïta. Je pense que s'il serait de ce monde aujourd'hui, il serait content de voir ce qui est en train de se faire actuellement. Ouais. Donc c'est des choses qui sont dans l'histoire c'est dans les gènes du Mali. Exactement. Après aussi dans l'histoire, la révolution, comme on dit, qui a lieu, on peut dire que c'est vraiment Assimi Goïta qui a été le précurseur. En tout cas, celui qui a déclenché, si on peut parler entre guillemets de printemps africain. Donc c'est vraiment lui. Après, il y a juste une petite chose, on va pas toujours dire que tout est bien. Une petite chose, c'est qu'il n'a pas trop parlé de l'électricité, en espérant que... En tout cas, quand même, ça a été un point qui a été soulevé. Donc, il s'est même excusé en disant que effectivement, ça a été difficile au niveau de l'énergie, que maintenant il y avait des centrales solaires qui vont voir le jour, etc., etc. Donc, pareil, il a aussi pointé du doigt les inondations qu'il y a pu avoir. Oui, il a commencé par ça. Il a commencé par ça, exactement. Mais sinon, concernant l'énergie, oui, il a dit que les Maliens ont souffert avec les problématiques. Voilà. Après, il y a quand même un point qui n'a pas été souligné, c'est à savoir les élections présidentielles. On n'en a pas parlé durant le discours du président Assimi Goïta. Beaucoup l'attendaient, beaucoup attendaient des informations plus précises concernant les prochaines élections présidentielles, sachant que lors du premier conseil des ministres avec le nouveau Premier ministre, c'était un des sujets. Il a ouvert même, je crois, le conseil des ministres avec ces propos-là, en disant que la priorité pour le Mali, c'est maintenant d'organiser des élections et le retour à l'ordre constitutionnel. Mais pour moi, c'est pas étonnant qu'il n'en ait pas parlé, parce que l'année dernière, le Premier ministre qui était Shogel Kokala Maïga, avait déjà dit qu'avant qu'il y ait des élections présidentielles au Mali, il fallait que le Mali atteigne un certain niveau de stabilité. Donc peut-être que ce niveau de stabilité n'est pas encore atteint. Donc la réponse, elle est déjà là. C'est des propos qu'il avait eus l'année dernière au mois de mars. En tout cas, effectivement, et même par rapport à ce point précis, c'est vrai qu'il n'y a pas eu nécessairement de mention explicite sur les élections à venir, mais il a quand même réinsisté à plusieurs moments de son discours sur le fait que les actions qui étaient prises étaient faites en concertation, n'est-ce pas, avec la volonté exprimée par les populations. Donc, en soi, c'est une manière d'insister sur le fait que, même si on ne parle pas nécessairement d'élections, même s'il n'y aura peut-être pas d'élections là dans les mois à venir, il prend quand même en considération la volonté de la population. Et est-ce qu'au final, on peut se demander la question de savoir si ce n'est pas la chose la plus importante à l'heure actuelle pour ces populations maliennes. En tout cas, il y a eu des réactions, parce que beaucoup s'attendaient finalement à une notion au moins des élections présidentielles, notamment Moussa Mara qui a indiqué comme quoi il était déçu de cette non-mention lors de la prise de parole du président. Il y a d'autres qui ont dit au contraire, non, ce n'était pas le moment de parler des élections présidentielles, ou d'autres disent encore une fois que ça a déjà été mentionné avant, il n'y a pas forcément besoin d'en parler le 31 décembre. Ouais, voilà. Ça a été mentionné effectivement. Juste après la démission ou le limogeage de Shogel Maïga, il avait même instruit une commission qui allait réfléchir là-dessus. Il y a un budget même qui a été alloué. Exactement, mais juste une petite digression par rapport à ça, mais qui est un peu liée, c'est que c'est en Guinée, l'allocution du général Doumbouya, au moins lui, il a parlé des élections.
Et donc, c'était voilà, la petite digression que je voulais dire. Exactement, et on en avait parlé ici sur le plateau, donc avec notre dernier invité, on lui disait peut-être que le 31 décembre, le président Doumbia fera en tout cas mention des élections présidentielles. Voilà, nous sommes au terme de cette émission. Merci beaucoup à vous pour avoir pu donc nous donner des éléments d'information concernant donc les trois sujets que nous avons abordés. Merci à vous, chers téléspectateurs. Stéphane Dos Santos, merci à vous, Babadem, ainsi que Cyril Bondoukoulata. Allez, rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission L'Afrique dans tous ses états. Cette émission qui met en avant les téléspectateurs, ceux qui vivent l'Afrique de l'intérieur ou de l'extérieur, comme la diaspora. Allez, rendez-vous la semaine prochaine. Bye bye.